Voilà, donc pour cette séance de sociologie de la réception, on va commencer par l'exposé sur le texte de Delphine Chedaleux. Hop, je vous laisse vous installer. Et... C'est bon. Ok. Alors, vous pouvez juste me rappeler vos noms avant de commencer. Moi, c'est Michael Létébranche. Ouais. Michael. Et Constance. Donc d'abord on va commencer par parler un peu, présenter plutôt Delphine Chedaleux, la chercheuse qui a écrit cet article. Elle s'est beaucoup intéressée aux études cinématographiques et aux jeux visuels, particulièrement comment donc les œuvres sont reçues auprès du public et comment les publics interprètent les œuvres. Sociologie de la réception, effectivement. Ces travaux tiennent bien compte des dynamiques de pouvoir et des stéréotypes de genre. Ça va beaucoup se retrouver dans cet article. Donc ce texte explore la réception du film et du livre 50 nuances degrés en se focalisant sur la manière dont l'œuvre est perçue par les différents publics. Ici, on s'interroge sur les implications de genre et de sexualité que 50 nuances soulève, en particulier dans le contexte des représentations des relations amoureuses et des pratiques BDSM. Elle analyse aussi beaucoup la manière dont l'œuvre est discutée dans l'espace public, en soulignant les tensions entre les différentes formes de féminisme et les discours médiatiques qui se retrouvent autour de l'œuvre. Donc nous, on s'est interrogé sur le potentiel de 50 nuances degrés comme étant une œuvre émancipatrice pour ses lectrices et spectatrices. Donc, en amont d'une émancipation, il y a toujours un lien, une chape, quelque chose qui retient et qui va mener à un mouvement de d'opposition. Dans le cas de 50 nuances degrés, le texte a un effet assez révélateur. Effectivement, je ne vais pas parler du tout. Alors on va parler de la problématique quand même. Donc tu l'as rapidement dit, donc dans quelle mesure 50 nuances degrés peut être qualifié de texte émancipatoire pour son lectorat. On fera une première partie assez générale, sociologique, avec quelques statistiques, donc réception générale avec les violences qui en découlent. Et on fera ensuite une partie sur les effets de la réception concrète, avec notamment des extraits d'entretien qui ont été réalisés par Delphine Chedaleux, et une ouverture sur Twilight, mais ça on vous le garde pour la fin. Ok, du coup, on a observé que 50 nuances, c'est un texte, c'est une œuvre, parce que les films aussi, qui ont beaucoup catalysé des violences symboliques et qui les ont rendues plus visibles, qui ont permis à son public qui ont fait que son public a vraiment ressenti les violences symboliques, mépris de classe, violences sexistes, etc. Et donc dans un premier temps, on va parler des violences féministes et du rapport de l'autrice à l'épistémologie du point de vue. Parce qu'en fait, sa recherche, elle est partie d'une prise de conscience de sa part, du fait que dans son rapport à 50 nuances degrés, elle reproduisait peut-être des violences de classe qu'elle avait intériorisées en tant que transfuge. Et ça, elle l'a observé dans une discussion avec ses sœurs, où elle a réagi assez violemment et avec beaucoup de dédain. Et ce type de réaction, elle le qualifie d'émotion de classe, page 85. Et c'est une idée qui est d'autant plus intéressante qu'elle favorise la réflexivité de l'individu par rapport à ses contextes de socialisation. Donc c'est un outil de pensée qui est intéressant. Ensuite, elle choisit de tenter de dépasser cette émotion de classe pour outrepasser la norme distinguée qui consiste à exprimer son dégoût pour l'objet. Page 84, c'est une citation. Et donc, elle choisit de ne pas se pencher sur l'objet, mais de se pencher sur vraiment les publics pour éviter des débats qui ont eu beaucoup lieu dans l'espace public et qui ont laissé de côté les spectatrices et les lectrices de 50 nuances degrés.
Et donc, elle s'intéresse beaucoup aux effets que l'œuvre a pu avoir sur le public. Elle a la volonté d'analyser les faits avec du recul et une tentative d'objectivité, en laissant de côté ses potentiels griefs féministes et donc, du coup, une mépris de classe aussi vis-à-vis de l'œuvre, pour avoir une analyse peut-être un peu plus novatrice et avoir un point de vue plus clairvoyant sur les apports, bénéfices et problèmes de l'œuvre sur son public. Donc, elle remet pas mal les analyses féministes qu'elle a pu lire en ligne sur 51 degrés, notamment sur les questions de culture du viol. Selon donc, Delphine Chedaleux, les accusations de consolider la culture du viol contre 51 degrés ne prennent pas en compte le fait que cette œuvre a un succès retentissant auprès de ses publics féminins. Et elle tire un parallèle avec le développement du concept de male gaze dans les années 70, où elle rappelle qu'il a été nuancé parce qu'il reléguait paradoxalement les spectatrices dans les marges de l'analyse. Et donc, elle présente un peu comme paradoxal le fait qu'une œuvre sur la culture du viol suscite une adhésion massive de public féminin. Ensuite, elle interroge aussi la réification des femmes qui a été reproduite dans les débats et qui ont eu lieu autour du concept émergent de male gaze dans les années 70. Dans ces débats, les spectatrices elles ont été reléguées au second plan et traitées uniquement comme des objets sociologiques. Donc la violence un peu sexiste, patriarcale et de classe a été reconduite dans un débat qui visait plutôt à essayer de comprendre comment ces œuvres pouvaient affecter les publics. Et donc, page 86, elles nous disent « Je choisis comme Yen Hang de me désintéresser du contenu idéologique du texte pour me focaliser sur les significations que lui donnent les spectatrices et lectrices. » Donc, c'est une réflexion sur la posture des chercheuses et des personnes féministes qui lui font réaliser que les femmes sont trop peu étudiées en tant que public et trop étudiées en tant qu'objet, voire pas étudiées du tout. Et donc, c'est important que les réactions à chaud provoquées par ces sujets soient conscientisées dans leur potentiel un peu problématique et problématique. Qui, dans la mesure où ça peut brouiller la perception des chercheuses et des militantes, et qu'une perception brouillée et des recherches à chaud, ça peut toujours être problématique, souvent au détriment des femmes. Elle évoque aussi l'idée d'amalgame entre culture de masse et aliénation féminine. Cette notion, elle a été pas mal explorée par Suzanne Bordeaux, et c'est l'idée qui est en fait aujourd'hui très répandue que la culture de masse forge les identités des femmes en reliant des idéaux problématiques, inatteignables et irréalistes, donc dans les œuvres culturelles, mais aussi dans la pub, dans l'espace public, etc. Et donc, ici, Chedaleux, elle ne l'évoque pas uniquement comme outil de réflexion parce que c'est évidemment lié avec les œuvres culturelles dont on parle, mais aussi parce que c'est une pensée qui est intéressante mais qui peut être prise avec un peu de recul, justement pour éviter cet écueil de systématiquement objectifier les femmes, notamment les femmes de classe populaire, de par les œuvres qu'elles consomment dans leur vie quotidienne. Et cette notion, elle a été beaucoup explorée par beaucoup de penseurs et de penseuses, y compris hors des études de genre en fait, et ça mène quand même assez souvent à l'objectification des classes populaires, pas uniquement des femmes, du coup, mais des classes populaires. Et voilà, c'est un écueil que Chedaleux évoque comme potentiellement problématique, en tout cas qu'elle pense au début de son article, pour éventuellement éviter de tomber dedans.
Donc l'idée, ouais, c'est d'éviter un rejet instinctif et classiste. Et là-dessus, elle dit notamment comparativement, la pauvreté du débat suscité par 50 nuances degrés au sein du féminisme universitaire français peut sans doute se comprendre comme un effet d'amalgame entretenu ici depuis l'invention du modernisme littéraire entre culture de masse et aliénation féminine. Donc déjà c'est réducteur d'analyser une œuvre uniquement à travers ce prisme, mais là en plus on peut noter que le débat a été pauvre et que c'est toujours dommage d'avoir un débat quasi absent parce que ça fait toujours des angles morts dans la pensée, et là en l'occurrence c'est particulièrement en France qu'on a eu cet effet-là, donc c'est intéressant de le remarquer pour peut-être remettre en question nos manières de penser nos féminismes. Donc s'il faut éviter de tomber dans le rejet, il faut éviter aussi de tomber dans une position de sauveur-sauveuse, à savoir prêcher la bonne parole et proposer le féminisme, mais du coup un féminisme assez précis et propre à chaque chercheuse, chaque militante, comme solution systématique aux problèmes des femmes, tout en sachant par ailleurs que selon la rigidité de la position des chercheurs et chercheuses, ça peut aussi carrément exclure certains publics, et encore une fois, les laissés pour compte sont un peu toujours les mêmes, malheureusement. De plus, cette position un peu puritaine peut carrément éloigner des personnes du féminisme, parce que un puritanisme militant peut complètement, je dirais pas faire peur, mais donner la sensation que le féminisme n'est pas pour tout le monde, alors que c'est faux. Et ça, c'est notamment quelque chose qui a été prononcé en 1982, citation page 85. Angela McRobbie dénonce la posture de missionnaire de certaines chercheuses. Donc, par la suite, on explore pas mal la position de chercheuse transfuge de classe. T'as bientôt fini. Oui, j'ai bientôt fini. Donc la position de transfuge de classe qui est évoquée avec le cas de Beverly Skaggs, et qui en fait lui donne la possibilité d'ouvrir des espaces militants et d'expression qui sont moins typiques, plus discursifs, plus accueillants, qui peuvent être mieux investis par les publics qu'elle vise. Et pour ça, elle parle d'un féminisme capable d'inclure des formes fragmentaires d'action féministe au lieu de viser la pureté féministe. Donc voilà, en évitant la pureté militante, on peut mettre des nouveaux outils à disposition et éviter de laisser nos féminismes se mettre en travers de possibles avancées par des goûts militants. On peut se dire que ce type de violences féministes sont aussi très liées à du mépris de classe, donc des violences symboliques. Avant même de parler des violences subies par le lectorat de 51 degrés, je voudrais rappeler les violences subies par son autrice, E.L. James, et d'ailleurs les autoristes d'œuvres culturelles considérées comme de mauvais goût, la définition de celui-ci étant la parade à la bourgeoise. Donc l'autrice a subi beaucoup de mépris pour la simplicité de son écriture, et Chedaleux en parle d'une manière assez intéressante. Elle dit cela s'explique en partie, selon la chercheuse, donc Magali Bibi, par le style littéraire d'E.L. James, souvent moqué pour sa pauvreté, mais dont la simplicité a visiblement permis de capter un public peu habitué à lire. Donc là, il y a la juxtaposition de pauvreté-simplicité qui qualifie une seule et même caractéristique dans l'écriture de l'autrice. Donc c'est assez intéressant de voir que ça montre une partie de l'étude, une partie de la réflexion dans le texte. C'est le jeu entre les points de vue, la confrontation entre les points de vue un peu plus de mépris de classe et un peu plus de mise de côté des préjugés pour s'intéresser plus directement à l'œuvre. Et les œuvres dites populaires portent aussi ce combiné, et la dite pauvreté d'une œuvre permet parfois un investissement plus conséquent des publics plus variés.
Donc, dans les bases du jugement classique, dans les premières phrases que Chaudeleux écrit à propos de CNG, elle parle de money porn. Et elle cite le débat public, on va dire. Et là, on peut se dire que l'image d'une mère au foyer qui lit des œuvres pornographiques suggestivement pour combler le vide de sa vie, slash une frustration sexuelle, la phrase porte un sens bien explicite. Le terme ironique qui précède money porn nous rappelle aussi qu'on nous écrit bien des personnes désignées et non avec elles. La moquerie est sexiste et agiste. Et Chaudeleux nous rapporte que les enquêtés ressentent ce mépris parce que la distinction faite entre 50 nuances degrés de la littérature érotique sous-tend une notion de bon goût qui n'est pas la parade donc, des publics de 50 nuances degrés. Donc on a d'un côté des moqueries fondées sur le sexisme et de l'agisme, un mépris de classe et la stigmatisation du public, de l'autre un dégoût et un rejet militant des tentatives de sauvetage moral des femmes publiques de CNG et la bonne parole prêchée par des missionnaires. Tout ceci ayant lieu à la fois dans l'espace privé et social, mais aussi médiatique. J'ai combien de temps? J'aurai encore 10 minutes. Maintenant, on va se pencher sur les effets concrets de la lecture sur les lectrices, qui est analysée par Delphine Chedaleux. Donc, comme vous avez pu le comprendre, les lectrices de 50 nuances degrés reçoivent leur lot de critiques, que ce soit des femmes ou des hommes. Elles sont particulièrement stigmatisées pour ces lectures. L'analyse qu'en fait Delphine Chedaleux, c'est que cela amène à un repli sur soi. Un repli sur soi qui peut être positif, puisqu'elle va notamment parler d'entourage prof qui va être un espace protégé pour ces femmes. Donc, on a une citation, donc je vous laisse la lire, qui parle simplement du fait qu'elles ne se sentent pas jugées dans ces espaces. Notamment les groupes privés Facebook, où pour y rentrer, il faut un certain nombre de passages pour être sûr que les gens qui y soient des personnes safe. Cependant, l'analyse qu'en fait Delphine Chedaleux, c'est que dans ces espaces, donc protégés du regard négatif des autres, il y a des nouveaux jeux de violence qui vont se mettre en place, notamment des jeux de distinction pour ne pas perdre la face, car en effet, en réponse à la violence qu'elles subissent, les femmes vont mettre en place un terme qu'emploie Delphine Chedaleux, c'est le terme de respectabilité, qui va s'imposer comme enjeu central pour les femmes avec lesquelles l'autrice s'est entretenue. Elle parle notamment de stratégies de distinction qui permettent de mettre à l'écart certaines femmes qui auraient une manière de lire 50 nuances degrés qui serait différente d'elles. Elles vont notamment condamner un ensemble d'attitudes qu'elles vont qualifier de déplacées. Donc en fait, elles vont simplement déplacer la stigmatisation sur d'autres femmes et se placent ainsi du bon côté, celui qui donc est respectable, dont la sexualité n'est pas sujette à moquerie. Comme le dit Valentine, j'aime pas tout ce qui est vulgaire, tout ce qui est monde SM, ça c'est pas mon truc. Donc ça, c'est une femme avec laquelle s'est entretenue Delphine Chedaleux. Delphine Chedaleux note notamment le rejet unanime par toutes les femmes avec qui elle a fait un entretien du terme pornographie. Elle privilégie tout le terme d'érotisme. On peut simplement faire un lien avec la distinction de Bourdieu classique, qui est utilisée par les femmes des classes qui est utilisée pour décrire la distinction opérée par les femmes des classes populaires face aux lectures des femmes supérieures. Ça permet de se distinguer socialement et de consolider une position dans la hiérarchie sociale. Mais le vrai lien qui est fait par Delphine Chedaleux, c'est pas avec Bourdieu, c'est avec Beverly Skeggs, qui a écrit donc Des femmes respectables, classe et genre en milieu populaire. Cette autrice le livre de cette autrice permet de mieux comprendre le rejet des pratiques de l'autre, notamment dans la sexualité des femmes ouvrières, dans laquelle elle montre que la sexualité est plus qu'une orientation sexuelle, mais une construction sociale qui contribue en fait entièrement à la construction de respectabilité par ces femmes. Pour ce qui est une analyse historique de ce jeu de distinction, en disant que ces femmes se conforment à des normes de sexualité donc respectables, donc assez chastes, assez rangées, dont on parle peu, pour éviter la stigmatisation. Ça permet de jouer un jeu de distinction avec les hommes et gagner une position sociale. Voilà, je vous réexplique pas la féminité hétérosexuelle classique qui est décente, qui a des bonnes mœurs, etc. Donc, le petit détour par Beverly Skeggs permet de comprendre que la respectabilité est un outil de distinction sociale qui permet de négocier sa place dans le monde, et c'est exactement ce que font les lectrices de 50 nuances degrés, qui composent avec le jeu des distinctions sociales. Et étant donné qu'elles sont déjà stigmatisées dans leur pratique,
elles essayent de regagner un peu de respectabilité au sein même de leurs intérêts. Voilà. Donc là, c'était les effets pas hyper positifs de 50 nuances degrés, mais on a aussi des effets positifs. Voilà. Alors la première chose dont je vais vous parler, c'est la prise... Non, attendez. Si, c'est bon. La prise de confiance en soi. Car en effet, l'analyse que fait donc, Beverly Gex, dont on a parlé juste avant, manque d'une nuance, c'est-à-dire le côté positif de cette sexualité qui va être pas renouvelée mais qui va être reprise en main. Donc Delphine Chedaleux, en faisant des entretiens avec ces femmes, a notamment noté que le côté entre-soi du groupe et ses lectures amène à une forme de lâcher-prise, d'autodéfinition comme sujet sexuel et une forme de résistance à une certaine stigmatisation sexuelle. Donc là on a toujours Karine qui dit s'assumer beaucoup plus et mieux affronter donc le regard des autres depuis qu'elle fréquente le groupe. Donc on en voit des traces dans l'échange avec Delphine Chedaleux où elle rembarre une maman devant l'école en gros. Donc voilà, c'est super, elle prend confiance en elle. Sauf que cette prise de confiance en elle n'est pas tout de suite arrivée, en fait c'est suite à un long chemin, un long processus qui a été occasionné d'abord par ce que l'autrice, donc Delphine Chedaleux, qualifie de rupture. Donc les 3 femmes avec qui elle a fait l'entretien témoignent donc de l'impact de lecture de 50 Shades dans leur vie, qui leur a permis de comprendre qu'elles se sentaient pas très bien en fait dans leur vie. Pour Karine notamment, ça a été l'élément déclencheur de prise de conscience de violences sexuelles subies dans l'enfance, parce qu'elle s'identifiait au personnage de Grey qui a eu une enfance violente. Ça permet de comprendre que ces logiques de rupture permettent de prendre confiance en elle, mais notamment de renégocier certains aspects de leur vie. Donc Delphine Chedaleux parle de niveau sexuel, donc il y a une nouvelle manière de faire du sexe avec son partenaire, conjugal, donc ça peut occasionner une meilleure communication, ou se séparer, voilà. Et une confiance en soi, donc des effets positifs. On a notamment l'entretien avec Karine qui permet de... Je sais pas si je l'ai mis. Non, mais en gros, elle raconte à Delphine Chedaleux qu'après le choc de l'élément déclencheur, elle a repris confiance en elle, elle a eu recours à plusieurs pratiques de soins de soi, et que maintenant elle fait de la psychothérapie et des arts martiaux. Donc on peut relier ça à des instruments pour reprendre le contrôle sur elle-même, à sa passion pour 50 Shades, qui lui a permis de débuter ce chemin de redécouverte d'elle-même. Et la dernière chose, c'est la logique du care qui est à l'œuvre au sein des groupes, mais qui en fait est liée à la partie précédente, parce que impossible de prendre confiance en soi quand il n'y a pas une communauté autour de nous parfois. On peut donc noter qu'autour de ces groupes, il y a une logique de care qui se développe. Un espace où la bienveillance et le soin apporté à l'autre sont constants. On peut évidemment relier ce soin de l'autre à la logique du care en général, qui est donc une analyse sociologique de la position des femmes qui souligne qu'une majorité de femmes occupent des emplois liés au care. Et cette observation souligne simplement comment la division genrée du travail influence les pratiques sociales et professionnelles et valorise certaines attitudes liées à l'empathie et au soutien. Et donc on peut relier ce travail qui est fait au sein du groupe par certaines organisatrices à un véritable travail social qui consiste en gros à renforcer les liens sociaux au sein de la communauté 50 Shades. Je le fais. Donc simplement pour conclure, on peut tirer un parallèle avec Twilight, qui en fait est à l'origine, vous devez savoir, de 50 Shades. D'abord 50 Shades était une fanfiction de Twilight. Voilà. Donc Twilight de Stephanie Meyer. Et donc pareil, ces romans ont été immensément critiqués par une grande partie de l'élite culturelle. Le style simple a été critiqué, les représentations des relations amoureuses, blablabla. Mais en fait, ce livre aussi a eu un impact sur la confiance en soi de beaucoup de jeunes femmes, qui sont reconnues dans le personnage notamment de Bella, qui bien qu'étant imparfaite, vit ses émotions, qui sont en fait complexes. Et donc beaucoup de lectrices ont trouvé dans cette série une source de réconfort et d'évasion, qu'on peut évidemment relier à 50 Shades, mais qui en fait reprennent les mêmes schémas amoureux. Donc simplement pour conclure, que ce soit Twilight ou 50 Shades, elles ont toutes les deux rassemblé des communautés majoritairement féminines, qui ont offert un espace d'exploration de soi et de confiance en soi, notamment sur le plan amoureux et sexuel. Et bien qu'elles étaient dénigrées par des élites pour leur prétendue faible qualité littéraire et leur représentation controversée, ça a permis à de nombreuses femmes de se sentir entendues et validées. C'est fini. Ok, merci beaucoup. Est-ce que pour commencer, vous
vous avez des questions sur leur présentation, éventuellement des choses à préciser, des choses qui n'étaient pas claires, que vous n'auriez pas bien compris, ou des choses sur lesquelles vous voulez des plus de détails? Moi, ma question, c'était... bon, c'est un peu retardé, mais c'est parce que j'avoue, j'ai pas lu le texte, donc ça se trouve, ça répond très bien, mais merci pour le texte. J'ai l'impression d'avoir lu le texte, et de pouvoir en parler sans avoir lu. Est-ce que du coup cette un peu stigmatisation des publics, et en fait là en question c'est des publics féminins, on est d'accord qu'il y a une double stigmatisation dans le sens où c'est pour des femmes des milieux populaires, et c'est aussi ce sont des œuvres qui sont entre guillemets faites pour des femmes. Est-ce qu'il n'y a pas du coup une stigmatisation dans le sens où ce sont des œuvres de bonnes femmes? Enfin, pour les bonnes femmes blanches. Bah, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Si c'était dédié aux femmes des classes plus supérieures, il n'y aurait pas la même stigmatisation. Mais tu as une espèce, je sais pas si je peux utiliser ce terme, d'intersectionnalité des oppressions. Classe populaire, femmes, les deux ensemble. Alors, ok. Et ça fonctionne aussi du coup avec toutes les... Enfin, ça reprend aussi les femmes stupides, je crois. Ou pas tout le monde stigmatise des jeunes femmes qui sont fans de groupes. Exactement. Sauf que là, tu as le côté sexuel en plus, qui va renforcer le côté mauvaise mœurs. Donc d'où le jeu de stigmatisation pour éloigner le côté mauvaise mœurs et ce côté respectabilité qu'elles mettent en place. D'autres questions? Non? Alors moi j'ai noté 2-3 petites choses. De façon générale, effectivement, c'était très complet, très clair, hein, votre présentation. Peut-être 2 petites choses qui n'étaient pas très claires. C'était d'une part la méthodologie d'enquête. Vous l'avez évoqué, mais très rapidement. Est-ce que vous pourriez redétailler du coup je m'adresse à vous parce que c'est surtout vous qui avez présenté les résultats de l'enquête à proprement parler, mais vous pouvez bien sûr compléter. Hein. En gros, sur quels matériaux empiriques, quel travail d'enquête elle a fait pour obtenir ces données-là qu'elle présente dans l'article. Alors, il faut bien reconnaître qu'elle n'en a pas beaucoup parlé. Elle a quand même pas fait un gros point méthodo, mais ce dont on peut le plus noter, c'est les entretiens. C'est basé notamment sur des entretiens avec des femmes. C'est quasiment que ça. Passé par un groupe Facebook. En fait, elle s'est infiltrée dans un groupe Facebook. Plusieurs groupes Facebook. Ensuite, elle a eu des entretiens avec des femmes et elle a aussi analysé des choses qui passaient sur ces groupes. Donc il y a eu les deux, il y a eu l'entretien et analyse des contenus. Ouais, redis voir le titre de l'article en entier. 50 nuances degrés. Une réception ethnographique en ligne. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ethnographique, c'est ça, c'est le terme. Une ethnographie en ligne. Ouais, hein, donc ça c'est vraiment la méthode employée, ethnographie en ligne. Ça veut dire qu'elle a fait des observations en ligne, comme on aurait pu faire des observations in situ, hein, mais là elle a effectivement observé l'activité de ces groupes Facebook. En fait, c'était vraiment ça le point de départ de son enquête, hein. C'était déjà de rentrer dans ces groupes. Hein. Ça, je crois qu'elle le dit dans l'article quand même, que c'est des groupes qui sont privés, donc qui, pour voir le contenu, il faut être accepté par les modératrices, potentiellement répondre à quelques questions, hein, etc. Donc elle est rentrée sur ces groupes et puis elle a observé ce qui s'y passait et elle a fait des enregistrements, des conversations qui ont lieu sur les groupes à intervalles réguliers. Elle dit, donc quand même, je crois dans l'article, hein, qu'elle a enregistré les posts, enfin l'intégralité des posts du groupe sur un mois. Enfin voilà, de temps en temps, elle a enregistré toute l'activité du dernier mois à intervalles plus ou moins aléatoires. Et donc ça fait quand même une grosse masse de données, de commentaires, de discussions en ligne, etc. déjà à traiter dans un premier temps. Donc elle se base déjà en grande partie là-dessus. Et dans un second temps, elle a complété ce travail avec des entretiens. Et les entretiens, avec qui est-ce qu'elle les a fait? C'était, il me semble, quand même des personnes qui avaient un profil particulier. Je ne sais pas si vous avez repéré. Des femmes au-dessus de 45 ans, si j'ai bien compris. Ouais, en fait, c'était là, les entretiens qu'elle cite dans l'article, c'était plutôt avec les administratrices des groupes qu'elle a fait. Alors, voilà, ça c'était, cet article, il se base sur le début de son enquête. Hein. Ça, c'est une enquête qu'elle a poursuivie après sur plusieurs années. Donc, après, elle a fait des entretiens avec des lectrices
de façon un petit peu plus large. Elle a interrogé un certain nombre de lectrices, hein, mais effectivement dans cet article-là qui se basait sur les débuts de l'enquête, elle s'appuyait d'un point de vue matériaux, hein, principalement sur l'ethnographie en ligne, donc l'analyse des discussions sur ces groupes Facebook privés. Et je le précise, hein, parce qu'après vous parlez justement de tout ce que le côté entre-soi privé du groupe permet en termes d'effet sur les lectrices, donc voilà, c'est important. Et puis donc sur quelques entretiens, mais plutôt exploratoires et peu nombreux dans un premier temps, hein, avec les administratrices du groupe. Voilà, donc ça me semblait important à préciser, vu qu'on va parler pas mal de méthodos aujourd'hui. Donc première façon d'enquêter sur les publics, hein, on peut s'appuyer sur les discussions qu'ils ont à propos de produits culturels, et un endroit très intéressant pour trouver des traces de ces discussions, évidemment, c'est Internet, les réseaux sociaux, hein, les forums, où on peut avoir des pages et des pages de débats, de commentaires, hein, sur tout un tas d'objets culturels. Et puis il y avait un autre point peut-être à préciser, c'était le plan en fait de l'article. Enfin, comment est-ce que l'article il est organisé, parce que globalement vous avez fait la première partie de l'article et vous avez fait la deuxième partie, mais vous l'avez pas dit de façon hyper claire. Oui, enfin du coup j'ai répondu à la question. Mais voilà, votre partie, vous avez parlé des effets concrets de la lecture. Donc dans cette partie, effectivement, elle présentait vraiment les résultats de l'enquête. Et en fait, je voulais peut-être vous faire repréciser le titre de la première partie, parce que vous avez appelé ça « Réception générale du roman ». Et je pense qu'on pourrait être un petit peu plus précis dans cette première partie vis-à-vis du travail d'enquête, etc. De quoi il est question en fait. C'est un peu comment elle... en fait, c'est son chemin de pensée. Ouais. Et comment elle choisit... en fait, c'est l'explication de son choix, de pourquoi elle va étudier ce public-là comme ça. Et... Ouais, donc ça c'est un peu la partie, la genèse de la recherche. Comment est-ce qu'elle en est arrivée à ce sujet de recherche. En fait, voilà, si je reprends l'article, hein, il y a 3 grandes parties dans l'article. Effectivement, la première, c'est la genèse intime et politique d'une recherche. Donc ça, c'est ce que vous dites, hein, ses réflexions personnelles, son cheminement. Et puis, après, il y a la partie qui s'appelle penser les rapports entre classe et féminisme avec les Feminist Cultural Studies. Et du coup, à quoi ça correspond cette partie? C'est là où elle va s'intéresser à la manière de travailler d'autres chercheuses. Ouais. Et les débats qui ont eu lieu entre ces autres chercheuses qui ont fait des études sur la réception du public féminin, des œuvres culturelles. Il y en a une qui parle de Dallas, et en fait quels sont les débats et les problématiques qui sont soulevées. Ouais, tout à fait. Hein. C'est ça qui était peut-être pas dit suffisamment clairement dans l'introduction de votre partie, que dans ce début du texte, effectivement, elle fait ce qu'on appelle l'état de l'art, hein, sur le sujet. Elle passe en revue des enquêtes qui existent déjà sur le sujet. Elle pose un petit peu son cadre théorique et elle définit son positionnement en tant que chercheuse féministe sur ce sujet-là, hein, qui concerne évidemment des femmes, mais qui nécessite de prendre un peu de recul vis-à-vis de certains positionnements féministes, évidemment, si on veut appréhender l'expérience de ces femmes-là de façon authentique, hein, et sans porter de jugement. Ok, dernier petit point, c'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque. C'était au niveau de plus une question de formulation. Vous avez dit à plusieurs reprises on a observé ou quelque chose comme ça, alors qu'en fait vous repreniez les propos de l'autrice. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux dire l'autrice a observé que, ou Delphine Chedaleux a observé que, ou alors les chercheurs ou les chercheuses, si vous parlez des sociologues en général, mais du coup le on était un petit peu, introduisait un peu de flou sur d'où vient l'idée que vous énoncez. Voilà. Sinon, ça me semblait assez clair. Est-ce que vous avez repéré des limites à cet article ou des choses qu'on pourrait critiquer éventuellement? Ça sent que c'est une étude
d'observation préliminaire, parce qu'elle n'est pas complète du tout, il manque tellement d'entretiens, ça donne envie qu'elle soit plus longue en fait. Ouais, c'est ça. L'article d'ailleurs est assez court, vous avez dû voir, il fait, une petite dizaine de pages, hein, donc effectivement c'est ce que je disais juste avant, là l'article il se base sur un état très préliminaire de la recherche, hein, et mais voilà, que je trouvais intéressant justement pour toutes les questions méthodo et de posture de chercheuses que ça soulève, mais évidemment elle a poursuivi, hein, et étoffé cette enquête par la suite. Après, elle n'a pas systématiquement, dans la partie où elle parle beaucoup des chercheuses et des débats qu'il y a eu, elle n'a pas systématiquement cité les œuvres dont elle parle. Et il y en a certaines qui sont juste évoquées, il n'y a pas d'annotation ni rien, et juste du coup on sait que c'est un travail, je sais pas, de l'Aristos, il y en a un ou deux comme ça. Ouais, qui sont pas la référence parce qu'il y a quand même toute la biblio à la fin. Ok. Bah ouais, il n'y avait pas de, en tout cas il n'y avait pas d'annotation. Pas de notes, pas d'appel de notes. Ok, et bien merci beaucoup, en tout cas c'était effectivement très clair et complet. Alors, donc, on va reprendre la petite réflexion méthodologique. Alors, ce qui est très intéressant dans cet article, c'est déjà, aussi la posture, hein, qu'on va reprendre, qui est la même posture que celle qu'on adopte dans la partie réception de notre enquête sur les livres audio. Posture qui consiste à s'intéresser vraiment à l'expérience ici de lecture ou de visionnage du film, hein, du point de vue du public, à s'intéresser à ce que le public, vraiment à la réception du public, hein, donc à la façon dont l'œuvre elle va être réception, ça vient du verbe recevoir, hein, la façon dont l'œuvre elle est reçue par le public. C'est un terme assez large, réception, ça inclut l'appréciation qu'on peut avoir d'une œuvre, hein, est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on l'aime pas, pour quelles raisons, ça inclut l'interprétation qu'on peut en faire, hein, quel sens on lui donne, quelle analyse on en tire, ça inclut toutes les appropriations de l'œuvre, hein, la façon dont on la fait sienne, ce qu'elle va apporter à ses lecteurs et lectrices, etc. Et du coup, de façon générale, hein, quand on ça vous avez sans doute déjà, vous en avez sans doute déjà parlé dans le cours général sur la sociologie de la réception, hein, mais l'intérêt de cette approche-là, c'est vraiment de rentrer dans le détail du rapport entre les publics et les œuvres, dans la mesure où, quand on prend les grandes enquêtes quantitatives, hein, comme les enquêtes sur les pratiques culturelles des Français du ministère de la Culture, on va avoir plein d'infos sur qui consomme quoi, à quelle fréquence, avec quelle intensité, mais finalement ça nous dit rien sur ce qui se passe au moment de cette consommation, ou de cette lecture, de ce visionnage de films, de cette écoute de musique, etc. Et en fait, hein, ce qui se passe dans l'expérience, dans le rapport du public aux objets culturels, c'est évidemment très important aussi, puisque tous les phénomènes de distinction dont on a parlé dans le cadre de l'article de Delphine Chedaleux, par exemple, les différenciations sociales des pratiques, hein, donc les différences de pratiques qu'il peut y avoir selon les milieux sociaux, selon le genre, selon l'âge, son lieu d'habitation des individus, elles se voient à la fois dans leur choix de consommation, hein, qu'est-ce qu'ils consomment, quel titre, avec quelle fréquence, etc. Mais elles se voient aussi, bien sûr, dans leur manière de consommer les produits culturels. Hein. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir un rapport savant avec une œuvre ?
Est-ce qu'on va vraiment la considérer comme un objet littéraire, un objet artistique, s'intéresser au style, à l'esthétique, ou est-ce qu'on va avoir un rapport plus de divertissement? Est-ce qu'on va rechercher de l'émotion, de l'évasion? Est-ce qu'on va s'intéresser de façon plus générale à l'histoire? Est-ce qu'on cherche à apprendre quelque chose à travers de cette pratique culturelle, etc. Il y a vraiment une multiplicité comme ça de rapports possibles aux objets culturels. Et donc, quand on veut travailler sur le rapport des publics aux objets culturels, on s'y prend pas forcément de la même façon que les enquêtes quantitatives du ministère de la Culture. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On essaye de faire un petit panorama, ou qu'est-ce que vous connaissez comme méthode d'enquête qui semble intéressante, appropriée dans le cadre d'une étude de réception? On en a déjà donné quelques exemples. Ouais. Les entretiens. Ouais, tout à fait, les entretiens, donc parler directement avec les publics, leur demander de décrire leur goût, d'expliquer pourquoi est-ce qu'ils aiment tel ou tel titre et pas tel ou tel autre, leur demander qu'est-ce que ça leur apporte, etc. Donc l'entretien, évidemment, c'est une méthode d'enquête sur la réception particulièrement fructueuse, et qui est généralement la plus répandue aussi, Mais donc il y a d'autres méthodes. Donc on a vu dans l'article de Delphine Chedaleux, on a vu la méthode de l'ethnographie en ligne, avec tout un tas de déclinaisons, de variantes possibles. Ethnographie en ligne, ça peut être observer des discussions sur les réseaux sociaux, comme l'a fait Delphine Chedaleux. Ça peut être analyser des pages de forums. Ça peut être faire des analyses, des commentaires sur des sites d'avis sur des produits culturels. Je ne sais pas si vous avez des exemples de ce genre de site où on va donner son avis sur des produits culturels. Que ce soit sur des films, sur des livres, ouais. Pour le deuxième, je crois que c'est Letterboxd. Alors je connais pas celui-là, mais c'est possible. Ouais. D'autres idées? On a des très connus. Oui, voilà, Sens Critique par exemple, Allociné dans le domaine francophone, qui est très très connu, qui présente des informations sur les sites, mais aussi toute une section avis, commentaires des spectateurs. Est-ce que vous en avez d'autres en tête? Peut-être plus sur les livres, ouais. Oui, voilà, Babelio sur les livres. On va mettre des commentaires sur les lecteurs, lectrices vont mettre des commentaires sur leur lecture. Oui. Mais après, c'est compliqué d'en faire une étude sociologique, donc, puisqu'on n'a pas le nom, l'âge, la profession. Oui, tout à fait. Alors là, vous pointez du doigt justement une des limites de cette méthode. Donc ça, c'est une méthode qui peut être très intéressante. Parce que on a là aussi une grosse quantité de matériaux qui est disponible, qu'on peut analyser, mais effectivement, le problème, c'est que on va souvent être embêté parce qu'il nous manque des infos concernant les caractéristiques sociales des individus. Alors, quand c'est des sites où ça nécessite de s'inscrire, souvent on a quand même des infos un peu minimales, on a le genre et puis l'âge, qui sont généralement indiqués dans le profil de l'utilisateur, mais ça reste quand même très minimal, effectivement, comme information. Dans le cas de l'ethnographie en ligne qu'elle a fait sur 50 Shades of Grey, le problème se posait aussi, puisque à part les personnes qu'elle a interrogées en entretien, à qui elle a pu demander plus en détail leurs caractéristiques sociales, les femmes dont elle analyse les commentaires sur le groupe Facebook, elle n'a pas non plus toutes les informations sur elles. Elle le dit à un moment dans l'article. Elle se base pour décrire un peu les caractéristiques sociales des femmes membres du groupe. Elle se base sur un sondage qui avait été fait sur le groupe, pas par elle, du coup par une des membres du groupe ou une administrative du groupe. Elle se base donc sur un sondage qui avait été fait directement sur le groupe. Donc là, on n'a pas quelque chose de 100% fiable non plus en termes de représentativité, etc. Voilà, donc ethnographie, on disait, discussion, commentaires sur les réseaux sociaux, analyse d'avis sur un site dédié à cet effet.
Il y a Dominique Pasquier et Thomas Legon notamment qui ont fait un livre là-dessus à propos des avis sur Allociné. Bon, ils citent pas Allociné, mais c'est assez évident que c'est ce site-là dont ils parlent, qui s'appelle Moi je lui donne 5 sur 5, hein, où ils sont vraiment basés sur ce travail-là d'analyse des avis. Est-ce que vous avez d'autres idées de méthodes pour l'ethnographie en ligne, d'autres types de sites, de plateformes qu'on peut utiliser? Ouais. Moi, je pense plutôt à des youtubeurs, youtubeuses qui font qui donnent leur avis sur certaines œuvres. Oui, alors ça c'est intéressant aussi de regarder les youtubeurs, youtubeuses. Aussi la réception par exemple, on a aussi pas mal. Enfin, moi je l'ai. Ça fonctionne avec des films. Moi je le vois plutôt par exemple avec des albums où des personnes en fait juste se filment en train d'écouter l'album et on dit de qu'est-ce que c'est de la réception de cet album, si on se filme pour la première fois à écouter cet nouvel album. Le côté spontané. Le côté spontané Oui. de la première écoute. Alors. Et ensuite aussi la multiplicité en fait de ce type de vidéos. On regarde une vidéo sur quelqu'un qui a écouté un album en particulier. En fait après on a plein d'autres vidéos de personnes qui ont fait la même chose. Avec le même album. Avec le même album. On peut comparer. Ouais, c'est intéressant. Après ça, du coup, quand on s'intéresse à des personnes qui postent des vidéos où ils parlent de leur réception, là, ça pose quand même des questions aussi au niveau de la représentativité, parce que évidemment, c'est pas tous les lecteurs et lectrices qui vont parler de leur lecture sur YouTube ou sur TikTok, hein. Et dans ces cas-là, ce qu'on analyse, c'est leur réception à elles et eux, hein, sachant que c'est une réception particulière, c'est plutôt des publics en général plus investis, hein, puisqu'ils vont faire la démarche d'aller en parler sur internet, mais du coup à ce niveau-là, ce qui va être intéressant à analyser aussi, c'est l'effet de prescription, hein, de ces vidéos, c'est-à-dire que les personnes qui font des vidéos sur leur lecture, ça s'appelle, ça a des petits noms, hein, BookTube pour ceux qui parlent des vidéos sur YouTube, et puis BookTok, de l'anglais book, un livre évidemment pour ceux qui font la même chose sur TikTok. C'est souvent des femmes d'ailleurs, des jeunes femmes. Il y a des chercheurs, des chercheuses qui ont travaillé là-dessus aussi, notamment j'ai en tête un article de Anne-Claire Marpeau, MARPEAU, sur BookTube et BookTok. Voilà, donc là c'est une autre façon aussi un autre matériau d'enquête possible, mais qui va plus nous donner des informations sur la prescription, hein, que sur la réception du public de façon large. La prescription, c'est l'influence, hein, qu'est-ce qui peut donner envie de lire aux lecteurs, qu'est-ce qui peut jouer, influer sur leur choix de titre, etc. Orienter leur réception éventuellement. Ok, donc ça c'est pour les matériaux en ligne. À part ça, est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'autres méthodes pour travailler sur les réceptions des publics? Donc on a dit tout ce qui est récupération de matériaux en ligne, ethnographie en ligne, les entretiens. Est-ce qu'il y a d'autres idées de matériaux, d'autres idées de méthodes? Ouais. Oui, des questionnaires, mais le questionnaire, ça marche un peu moins bien quand même sur la réception, parce que ça nous permet pas beaucoup de rentrer dans le détail de l'expérience vécue et de l'appropriation de l'œuvre. Donc ça peut arriver, mais c'est quand même pas le plus adapté à des études de réception. Vous n'avez pas d'autres idées? Non? Alors, il y a une autre façon de faire aussi, qui est d'observer les publics en train de consommer l'œuvre. Donc ça rejoint un petit peu l'idée des vidéos YouTube, là où on se filme en train d'écouter l'album pour la première fois, hein. Sauf que là, la démarche n'est pas la même, hein. C'est pas le consommateur qui se filme et qui le met sur Internet, mais c'est plutôt le chercheur qui rentre dans l'intimité, hein,
du public et qui va venir l'observer en train de regarder un film, de regarder une série. Voilà, bon, ça se fait plus sur du visionnage de films et séries que sur de la lecture, parce que pour des raisons de temps assez évidentes. Mais voilà, il y a notamment Bruno Pequigno qui a travaillé sur les réceptions des séries sentimentales chez les... non, pardon, pas... je me suis embrouillée, pas Bruno Pequigno, Dominique Pasquier qui a travaillé sur la réception des séries sentimentales, notamment Hélène et les garçons. Pequigno a aussi travaillé sur ce type de produit, c'est pour ça que je les ai confondus. Et dans son protocole d'enquête à elle, Dominique Pasquier, il y avait vraiment cette démarche-là d'aller avec les ados sur leur canapé, les observer en train de regarder Hélène et les garçons. Donc ça permet de voir leur réaction en direct, éventuellement les commentaires qu'ils font entre eux quand ils regardent à plusieurs, etc. Voilà, donc ça c'est une autre méthode possible, l'observation directe de la consommation. Et puis pour la lecture, il y a une autre méthode qui est parfois utilisée, c'est enfin ça peut être utilisé pour d'autres choses que la lecture, mais c'est l'analyse du courrier des lecteurs. Donc ça c'est pareil, à l'heure actuelle c'est un petit peu désuet, ça se fait plus tellement, c'est décrit, enfin comme maintenant les artistes, les auteurs, autrices, etc. sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, quand on a envie de transmettre sa joie, sa reconnaissance à un artiste, ça va être plus facile de nos jours de le faire via les réseaux sociaux, mais voilà, préalablement, dans des enquêtes un petit peu plus anciennes, des années 90, début des années 2000, il y a aussi des chercheurs qui ont récupéré le courrier des lecteurs envoyé à tel ou tel auteur, telle ou telle autrice, et qui ont fait une analyse de ce courrier. Sachant que là aussi, évidemment, c'est un matériau d'enquête intéressant à analyser, mais ça nous donne pas un aperçu exhaustif du public, dans la mesure où celles et ceux qui vont faire la démarche d'écrire à l'auteur ou à l'autrice, évidemment, c'est des gens pour qui l'œuvre a eu un impact particulier, une influence particulière, ou qui ont été particulièrement investis dans leur lecture. Voilà, donc pour vous donner un petit peu une idée de différentes méthodes qui sont possibles, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui souhaitent travailler sur la réception d'un objet ou l'autre dans le cadre de vos mémoires, mais comme ça vous donne un petit peu des pistes méthodologiques. On va maintenant se concentrer sur l'entretien, puisque c'est cette méthode-là qu'on va utiliser dans le cadre du volet réception de l'enquête sur les livres audio. Et on va parler un petit peu de méthodologie de l'entretien. Pour ce faire, je me base sur un texte de Jeannine Barbeau qui s'appelle « Mener un entretien de face à face », qui est tiré, comme le dernier texte dont je vous ai parlé de Cyril Lemieux sur la problématique, du même très bon manuel d'enquête sociologique de Serge Pogam, publié aux Presses universitaires de France, où il y a tout un tas de chapitres différents sur les différentes étapes de l'enquête. Il y a différentes méthodologies d'enquête qui sont présentées, et tous les chapitres sont de bonne qualité, donc je vous encourage à l'utiliser si vous en avez besoin pour vos mémoires en particulier. Voilà, je vous ai mis le texte de Jeannine Barbeau en entier sur Moodle. Donc celles et ceux parmi vous qui vont faire des entretiens, n'hésitez pas à le lire en entier pour avoir plus de détails. Je vais essayer de vous donner les informations qui me semblent les plus importantes d'un point de vue méthodologique. Voilà, mais vu l'heure qui tourne, je vais peut-être aller un petit peu vite, donc n'hésitez pas à retourner voir le détail du texte si vous avez des entretiens à faire. Alors, dans ce texte, elle commence par distinguer la posture du sociologue ou de la sociologue, de celle, d'une part, de la psychologie clinique et de l'enquête sociale. Elle explique que
dans une enquête qualitative, on va, en particulier une enquête par entretien, on va procéder par une série d'allers-retours entre le travail théorique, le cadre théorique qu'on a fixé pour son enquête, les hypothèses qu'on a déjà formulées et les données de terrain. Donc ça rejoint un petit peu des choses qu'il y avait aussi dans le texte de Lemieux sur la problématique, avec l'idée que la problématique, elle peut aussi évoluer un petit peu au fur et à mesure de la recherche, autrement dit, plutôt que pour construire une problématique, il faut déjà avoir des premières données empiriques sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir mettre en évidence la fameuse contradiction entre des objets empiriques et des stéréotypes, des idées reçues sur le sujet. Quand on fait une enquête par entretien, c'est pareil, le concept c'est un peu qu'on part avec une question de départ, des premières hypothèses, on va sur le terrain, on fait une première série d'entretiens, et puis ensuite on revient dans son bureau, dans sa bibliothèque pour analyser les entretiens, et on voit à partir de là, est-ce que les hypothèses qu'on avait faites, elles tiennent la route, est-ce qu'elles nécessitent d'être reprécisées, nuancées, ou au contraire, est-ce qu'elles tiennent pas la route, qu'il faut les rejeter. À partir des premiers entretiens qu'on a fait, on peut généralement déjà formuler de nouvelles hypothèses, on a souvent des nouvelles idées, voire des nouvelles questions qui émergent. Donc ensuite on retourne sur le terrain pour aller explorer plus en détail ces nouvelles questions, etc. On fait comme ça vraiment une série d'allers-retours entre le travail de bureau, on va dire, théorique, et puis le travail de terrain. Dans une enquête qualitative par entretien, on va pas forcément rechercher à avoir un échantillon représentatif de la population qu'on entend étudier. Ça c'est très important, l'échantillon représentatif quand on fait une enquête quantitative, puisque on va en tirer des statistiques et on veut que ces statistiques elles puissent être extrapolées à l'ensemble de la population étudiée. Donc pour pouvoir extrapoler des résultats à l'ensemble d'une population, il faut absolument avoir un échantillon représentatif. Quand on fait une enquête qualitative, on ne cherche pas forcément à avoir un échantillon 100% représentatif, mais on va quand même chercher à avoir un maximum de diversité. On va chercher à avoir un maximum de profils de lecteurs et lectrices, en l'occurrence pour notre enquête, un maximum de profils de lecteurs et lectrices représentés dans l'échantillon. Par contre, si on n'a pas chaque profil représenté dans la même proportion que dans la réalité, c'est pas trop grave. On va rechercher plus la diversité que la représentativité au sens statistique. Et comment est-ce qu'on sait du coup quand on arrive à la fin de l'enquête, comment est-ce qu'on sait qu'on a fait suffisamment d'entretiens ? En général, dans une enquête, on observe à un moment quelque chose qu'on appelle le point de saturation. C'est-à-dire qu'à un moment, on se rend compte que on a beau faire des nouveaux entretiens, on n'apprend plus de nouvelles choses. Les nouveaux entretiens qu'on fait ne viennent plus modifier nos hypothèses, ne viennent plus apporter de nouvelles idées, ne viennent plus soulever de nouveaux questionnements, etc. Donc en général, quand on en arrive là, on fait encore 5 ou 10 entretiens pour être sûr, mais c'est signe qu'on a à peu près fait le tour du sujet et qu'on a stabilisé à peu près les hypothèses. Pour être sûr qu'on a bien atteint un point de saturation, c'est pour ça que c'est important d'avoir une diversité de profils, d'avoir le plus de profils différents possible. Parce que sinon on peut avoir l'impression faussement d'avoir atteint le point de saturation, mais simplement parce qu'on a oublié certains types de profils, certains types de publics. C'est pour ça que la diversité de l'échantillon est très importante. Voilà, et puis après ça va dépendre, le point de saturation en nombre d'entretiens, ça va dépendre des enquêtes, des sujets, mais souvent autour de 40-50 entretiens sur un sujet, on y arrive. Alors, ensuite dans le texte, Janine Barbeau, elle passe un petit peu en revue les différentes étapes de l'entretien. Elle explique qu'il faut commencer évidemment par obtenir l'accord des enquêtés. Faire en sorte que quelqu'un vous dise « Ok, je veux bien faire un entretien avec toi ». Et donc, elle donne quelques conseils. D'abord sur la façon de présenter son objet d'étude.
ici, c'est important de dire honnêtement quand même aux personnes qu'on veut interroger de quoi on va parler, mais il faut faire attention non plus à pas influencer le discours des enquêtés. Hein, donc il faut pas rentrer trop dans le détail de la problématique d'un point de vue scientifique, déjà parce que ça peut être un petit peu compliqué à comprendre ou pas très intéressant. Le questionnement vraiment formulé scientifiquement, hein, sociologiquement pour l'enquêté, et puis aussi parce que, surtout si l'enquêté a aussi déjà fait des études de sociologie, on ne veut pas l'influencer hein, sur ce qu'il ou elle va nous dire. Donc ça, il faut y réfléchir aussi. Quand on fait sa grille d'entretien, il faut aussi réfléchir à la façon de présenter l'enquête aux enquêtés. Ce qui est bien, c'est d'avoir une formulation la plus large et neutre possible hein, pour éviter de biaiser les réponses qu'on va avoir. Alors, ensuite, obtenir l'accord d'un enquêté potentiel, ça va nécessiter discussion, éventuellement négociation face aux hésitations possibles des enquêtés. En fait, les personnes qu'on veut interroger, souvent se sentent pas très légitimes à répondre à nos questions. Surtout quand on fait des enquêtes sur des objets considérés comme peu légitimes ou des objets qui peuvent être assez facilement considérés comme anecdotiques par les enquêtés. Voilà, donc souvent les gens vont vous dire je sais pas, j'ai pas grand chose à dire, moi j'en lis juste un petit peu, donc je vais pas savoir quoi dire, etc. Donc là évidemment il y a un travail un peu relationnel, humain à mettre en place hein, où il faut rassurer l'enquêté, leur dire mais si justement ce qui nous intéresse c'est ton avis personnel sur la chose, on veut avoir des profils de lecteurs variés, donc y compris des gens qui lisent pas beaucoup, etc. Il faut essayer de montrer que ce que la personne a à dire nous intéresse, hein, même si elle a l'impression que ce qu'elle a à dire c'est anecdotique ou pas très intéressant. Une autre astuce qui marche bien pour convaincre une personne en face de vous de vous accorder un entretien, c'est de jouer sur votre situation d'étudiant en disant que vous avez besoin de faire ça pour valider votre cours. Donc ça peut encourager les personnes aussi à vous répondre favorablement. Voilà, et donc ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de dire, à la question de pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai à dire. Il faut vraiment rassurer la personne et puis expliciter en quoi sa parole nous intéresse. Alors, ensuite, une fois qu'on a obtenu un accord pour l'entretien, il va falloir définir le cadre de l'entretien. C'est-à-dire, il va falloir décider, prendre un rendez-vous, décider où et quand on va faire l'entretien. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va rechercher du coup comme condition ? Qu'est-ce qui serait idéal comme condition pour réaliser l'entretien ? Oui ? Un lieu calme. Ouais, un lieu calme. Pas forcément complètement seul, mais quand même avec d'autres personnes autour. Ouais. Confortable. Ouais, un lieu calme, confortable. Confortable pour qui du coup ? Pour l'enquêté, ouais. Potentiellement plutôt pour l'enquêté que pour l'enquêteur, hein. Oui ? En licence, on nous disait toujours de privilégier le domicile de l'enquêté. Oui, voilà, le domicile de l'enquêté, c'est intéressant quand c'est possible, parce que ça nous permet, alors déjà ça permet à l'enquêté d'être à l'aise, et nous en tant que sociologues, ça peut nous donner des informations aussi sur l'enquêté, sur son lieu de vie. En particulier quand on travaille sur les pratiques culturelles, souvent on a des indices au domicile de l'enquêté. Si on travaille sur la lecture, ça peut être intéressant d'en profiter pour regarder est-ce qu'il y a des livres chez l'enquêté, est-ce qu'il y a une bibliothèque, etc. Ouais. Il y avait encore une autre main levée, j'avais vu. Ouais. Oui, c'est pour la même chose. Au domicile ? Ou alors au travail, lieu de travail. Ouais, un lieu de travail de l'enquêté aussi. Au travail, en l'occurrence, sur le lieu de travail. Oui, voilà. Donc après, le lieu idéal, ça peut un petit peu varier selon l'enquête, mais c'est vrai que souvent le domicile de l'enquêté, c'est pas mal. Alors, après, voilà, il faut pas non plus forcément se dire à tout prix je dois aller au domicile de l'enquêté. Il y a des cas où, par exemple, si l'enquêté vous sentez pas à l'aise, vous vous sentez pas en sécurité avec,
vous mettez pas en danger, hein, voilà, forcez pas non plus pour aller chez une personne si elle vous inspire pas confiance. Si vous préférez être dans un lieu public, c'est tout à fait valable, hein. Donc voilà, c'est l'idéal, le domicile de l'enquêté, mais voilà, quand même assurez votre propre sécurité avant tout. Donc, pour discuter de ce cadre de l'entretien, l'idéal en fait c'est d'orienter le choix, hein, au cours de la discussion vers le lieu et le moment le plus approprié. Alors sur le moment, quand même, je vous conseille d'être très flexible, hein, et de vous adapter aux horaires, aux disponibilités de l'enquêté. Et par contre, ça va être plus sur le lieu, hein, où on va essayer d'orienter un petit peu le choix. Donc effectivement, il faut absolument un lieu calme. Pourquoi ? Parce qu'on va vous enregistrer l'entretien et après on va le retranscrire, donc le retaper par écrit. Donc ça nécessite d'avoir une bonne qualité audio, hein. Et puis aussi parce qu'un endroit calme, hein, vous allez être effectivement plus tranquille, plus à l'aise pour mener la discussion. Donc ce choix, il est plus lié aux nécessités de l'entretien, évidemment, qu'à des convenances personnelles. Alors au niveau de la durée de l'entretien, là c'est important, il faut prévoir large, hein. Il faut vraiment avoir du temps devant soi, pas être pris par le temps. Donc là, pour notre enquête sur les livres audio, je pense que c'est bien de prévoir au moins 2 heures, hein, parce que ça peut même être plus, hein, ça dépend après de la personne que vous avez en face de vous. Il y a des gens qui sont très bavards, surtout quand on les interroge sur des choses qui les passionnent comme leur lecture, hein. Moi j'ai fait des entretiens de 4 heures sur les pratiques de lecture de certaines personnes, donc voilà, après ça peut être plus court aussi, mais prévoyez quand même large, je pense que c'est pas mal d'annoncer 2 heures à l'enquêté. Voilà, ça c'est un point, on peut avoir un peu peur de dire à la personne que ça dure aussi longtemps, parce que ça peut être une raison finalement où la personne elle vous dit ah bah non, j'ai quand même 2 heures, j'ai pas le temps, etc. Mais je pense que c'est bien d'être honnête et d'avoir quand même cette plage de prévu, parce que si vous essayez de faire plus court en disant bon, il y en aura pour 1 heure, 1 heure et demie, mais vous savez que ça va prendre 2 heures, ce qui risque de se passer, c'est que finalement vous commencez l'entretien et puis la personne au bout d'1 heure elle doit partir parce qu'elle a autre chose de prévu après, etc. Donc là c'est dommage, vous pouvez pas faire l'entretien après, ou alors vous devez reprendre rendez-vous pour le finir une autre fois, donc c'est quand même pas l'idéal. Donc là je vous conseille quand même d'être assez honnête sur la durée de l'entretien. Vous pouvez dire ça dépend des personnes, mais d'après les entretiens qu'on a déjà fait précédents, en général il y en a quand même pour à peu près 2 heures. Comme ça les personnes au pire, si elles sont pas très bavardes, elles vont se dire bon, moi ça durera peut-être un peu moins longtemps, mais ça leur donne une idée. Et puis aussi, hein, dans ce temps d'entretien, dans ce temps de la rencontre, il faut aussi prendre en compte en fait tout un moment de mise en place, hein, parce que vous n'allez pas arriver chez la personne et puis hop tout de suite lancer l'enquête. Il y a toujours un moment où un petit peu de bavardage au début, vous installez, éventuellement vous faites un thé, ce genre de choses. Donc ensuite, au niveau de la préparation de l'entretien, il faut bien sûr avoir une grille d'entretien. Alors on dit soit grille d'entretien ou guide d'entretien, hein, c'est la même chose. C'est un document qui rassemble l'ensemble des questions que vous voulez aborder. Alors la grille d'entretien, contrairement à un questionnaire, c'est un outil assez flexible. Un questionnaire, ça va être des questions qui sont vraiment écrites d'une certaine façon, dans un certain ordre, et on va poser toutes les questions de la même façon, dans le même ordre, à toutes les personnes interrogées. La grille d'entretien, c'est quand même plus souple, c'est-à-dire que les questions, vous pouvez les reformuler, vous pouvez les adapter, hein, en fonction de l'enquêté, de la personne que vous interrogez, de la situation, etc. Si vous voyez qu'il y a une question que vous posez, que l'enquêté il n'a pas du tout compris, vous pouvez la reformuler, par exemple, etc. Si dans la grille d'entretien c'est écrit avec du tutoiement, et puis que finalement vous faites l'entretien avec une personne plus âgée que vous préférez la vouvoyer, hein, vous la vouvoyez, enfin voilà, vous adaptez.
C'est aussi un outil évolutif, la grille d'entretien, c'est-à-dire qu'elle peut évoluer au fur et à mesure de l'enquête. Par exemple, il peut y avoir des questions qui marchent bien ou pas, et donc on peut abandonner les questions qui marchent moins bien. Ou alors, ce qui est plus fréquent, c'est qu'on rajoute des questions. En général, la grille d'entretien a plutôt tendance à rallonger au fil du temps. Au fur et à mesure des entretiens, on a de nouvelles idées, on a des gens qui nous parlent de choses auxquelles on n'avait pas pensé. On se dit, ah oui, ça serait intéressant de poser la question à tout le monde. Donc, on rajoute souvent plutôt des questions au fur et à mesure. On commence du coup toujours la grille d'entretien par une consigne de départ, ou plutôt pas vraiment une consigne, mais on va commencer déjà par une petite phrase d'introduction, en disant c'est une enquête sur tel sujet que je fais. On fait une enquête sur les livres audio dans le cadre d'un cours de sociologie. Et puis on va essayer ensuite, dans le début de la grille d'entretien et au début de chaque grande partie d'ailleurs, de chaque grande rubrique de la grille, de poser une question la plus large possible, pour essayer de donner un maximum de liberté à la parole de l'enquêté. On va éviter de commencer par des questions trop précises, parce que si on commence par une série de petites questions précises, on va donner l'impression que c'est vraiment un mode un peu interrogatoire, question-réponse, et ça va pas encourager les individus à répondre de façon longue et détaillée. Donc on commence toujours par des questions larges, et après éventuellement on a des relances plus précises qu'on a prévues. Mais l'idéal c'est vous poser une question large, par exemple, est-ce que tu peux me parler des livres audio que tu lis en ce moment? Ça c'est une question large. Et puis après vous avez tout un tas de relances en tête, par exemple, est-ce que tu peux me donner le titre du dernier que tu as écouté, est-ce que tu as aimé, pourquoi, etc. Si ça ne vient pas spontanément avec la question large. Donc ça j'ai déjà dit, on va des questions larges, ouvertes aux questions plus précises, et aussi, ça c'est pas mal comme conseil, on commence dans le début de l'entretien par les questions les plus faciles, et on va progressivement vers les questions qui demandent un peu plus de réflexion, ou vers des questions plus personnelles. Par exemple, surtout quand on travaille sur des sujets un petit peu sensibles, là ça va, sur les livres audio il n'y a pas trop de points sensibles, mais par exemple, ne serait-ce que demander à quelqu'un la profession de ses parents, ça peut être perçu comme assez intrusif comme question. Donc moi je trouve que c'est mieux de le demander à la fin de l'entretien plutôt qu'au début. Toutes les questions un peu compliquées, personnelles, les gens en général sont plus à même de vous répondre une fois que ça fait 1 heure qu'ils sont en train de vous parler, ils ont l'impression de vous connaître un petit peu, plutôt que comme ça de but en blanc en début d'entretien. Et puis les questions plus réflexives aussi à la fin, par exemple, dans l'enquête sur les livres audio, si on a des questions un petit peu philosophiques sur qu'est-ce que tu penses de l'avenir de la lecture, de la place du livre audio dans l'avenir de la lecture, vous voyez, ça c'est des questions que les enquêtés se posent pas forcément spontanément, qui vont nécessiter un peu de réflexion. C'est mieux aussi de les poser plutôt vers la fin. Ça va jusque là? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je vais un petit peu vite, mais ça va? Ok. Ensuite, concernant le déroulement de l'entretien, comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Alors l'entretien, c'est une tâche compliquée pour l'enquêteur. C'est pas du tout quelque chose d'inné. Ça nécessite pas mal de qualités humaines d'une part, pour lancer la discussion, pour mettre la personne en face en confiance. Ça nécessite aussi beaucoup de concentration. Il faut être donc à la fois dans une attitude d'écoute, de disponibilité, il faut savoir gérer les relances, il faut aussi gérer le temps, parce que vous avez une grille d'entretien avec un certain nombre de questions. Si au bout d'une demi-heure vous vous rendez compte que vous avez fait que les 2 premières questions, peut-être qu'il va falloir essayer d'accélérer un petit peu. Inversement, si au bout d'une demi-heure vous avez déjà fait les 3/4, c'est probablement que vous êtes allé trop vite. Vous êtes allé, ça dépend pas que de vous, ça dépend de la personne en face qui vous répond. Est-ce qu'elle est très bavarde ou pas? Est-ce qu'elle détaille beaucoup?
Donc il faut arriver à jauger un petit peu. Est-ce que là, la personne, elle détaille trop? Est-ce que je lui demande d'être plus concise? Ou au contraire, est-ce qu'elle est trop concise? Est-ce qu'il faut que je lui demande plus de détails? Donc ça, c'est pas évident à gérer, la gestion du temps. Et puis, il faut aussi gérer les aspects matériels de collecte des données, c'est-à-dire l'enregistrement de l'entretien. Donc c'était s'assurer qu'on a un appareil pour enregistrer qui fonctionne, qui a suffisamment de batterie, qu'on a testé avant, qu'on sait comment ça fonctionne, on soit pas en panique au milieu de l'entretien, à se dire il y a une petite lumière rouge allumée, est-ce que ça veut dire que ça marche, est-ce que ça veut dire que ça marche pas, etc. Voilà. Et du coup, Janine Barbeau, elle parle d'attention distribuée pour décrire l'attitude de l'enquêteur ou l'enquêtrice au cours de l'entretien, dans la mesure où voilà, faut vraiment réussir à distribuer son attention entre ce que la personne nous dit, éventuellement qu'est-ce qu'on va vouloir, sur quoi on va vouloir lui demander des précisions, faire des relances, avoir aussi en tête la suite de l'entretien, etc. Alors, pour l'utilisation de la grille d'entretien, évidemment, vous l'imprimez, vous la prenez avec vous, mais ce qui est conseillé, c'est d'essayer de la mémoriser un maximum. Il faut vraiment que vous l'ayez lu 5 à 10 fois avant d'y aller pour bien l'avoir en tête. Je ne vous dis pas forcément de l'apprendre par cœur, mais vraiment l'avoir lu quand même un certain nombre de fois et essayer de la mémoriser un maximum, de vous familiariser avec et essayer au moins de connaître par cœur les grandes rubriques de la liste. Les titres des grandes rubriques, ça c'est les titres des rubriques, vous n'allez pas forcément les donner, les dire aux enquêtés, mais vous, ça vous permet d'être bien au clair sur où est-ce que vous en êtes dans l'entretien. Voilà, faut éviter de la lire de façon un petit peu machinale, mais faut essayer de faire en sorte que ça ressemble le plus possible à une conversation naturelle, même si évidemment c'est un petit peu artificiel. Donc pour que ça ait l'air plus naturel, faut pas hésiter à reformuler, ajuster les questions en fonction de comment se passe la discussion. Et ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est que l'ordre des questions peut être modifié selon la parole de l'enquêté. Par exemple, si vous êtes dans votre deuxième partie et que l'enquêté commence à parler de quelque chose dont vous aviez prévu de parler dans la troisième partie, c'est pas grave, vous le laissez parler, et puis une fois qu'il a fini, vous revenez à là où vous en êtes. Voilà. En ce qui concerne l'enregistrement, pourquoi c'est important d'enregistrer? Alors évidemment, c'est important parce que même si on se disait on prend des notes sur ce que nous dit la personne, on pourrait pas noter tout ce qu'on nous dit. Il y a des gens qui sont très très forts en prise de notes, qui arrivent à presque tout noter, mais quand même c'est hyper chronophage, ça demande beaucoup de concentration. Il vaut mieux déléguer cette tâche-là à un appareil qui fait ça automatiquement, et vous gardez votre attention pour vous concentrer sur ce que dit l'enquêté, et pour vous concentrer sur quels sont les points sur lesquels vous avez envie de le relancer. Comment réagir à ce qu'on vous dit, qu'est-ce que vous avez envie de développer. Voilà, alors que quand on prend des notes, évidemment, on est obligé de sélectionner de l'information et tout ce qu'on n'a pas noté est perdu. Donc voilà. Du coup, l'enregistrement, ça va vous permettre d'être plus objectif, de parler plus librement et d'être plus à l'écoute finalement de l'enquêté. Il faut essayer de dédramatiser la présence de l'enregistreur. C'est vrai que ça peut intimider parfois les personnes qu'on interroge. Donc moi ce que je fais en général, c'est que au moment de commencer l'entretien, je sors l'enregistreur en disant j'enregistre, si ça te dérange pas, c'est pour qu'on puisse parler plus tranquillement, comme ça j'ai pas besoin de tout noter. Et puis là vous en profitez pour rassurer l'enquêté, vous leur dites t'inquiète pas, de toute façon c'est anonyme, c'est juste pour moi l'enregistrement, je le diffuserai pas, etc. Ce qui est la stricte vérité, puisque après du coup pour le travail collectif on vous demande la retranscription, on vous demande pas l'enregistrement avec la voix de l'enquêté, etc. Ça c'est important parce que la voix c'est une donnée personnelle des enquêtés, donc c'est protégé au titre du règlement européen sur la protection des données, etc. Voilà.
D'un point de vue pratique, il faut absolument être sûr que votre système d'enregistrement va marcher. Donc si vous avez un dictaphone, c'est très bien. Sinon, sur les téléphones, il y a des applications qui permettent d'enregistrer, qui fonctionnent très bien. Faites attention quand même parce que parfois elles sont assez gourmandes en batterie. Donc prévoyez de bien charger le téléphone, prévoyez éventuellement un chargeur, une batterie externe ou d'avoir le chargeur avec vous. Au cas où la batterie suffirait pas, éventuellement vous faites des tests avant. Voilà. Ah, là il y a un petit problème. Ah, déjà là vous voyez pas grand chose avec le bureau sur le bas de la diapo, mais alors là ça dépasse vraiment. Donc l'enregistrement, vu que vous n'avez pas à tout noter au niveau de ça peut quand même être utile de prendre quelques notes pendant l'entretien, mais du coup ce que vous allez noter c'est plutôt les relances, en disant tiens la personne elle est en train de parler de ça, c'est intéressant, ou alors j'aimerais lui demander plus de détails sur ça, mais vous n'avez pas envie de l'interrompre, vous le laissez finir sa phrase, vous notez juste la relance que vous voulez faire ou la question que vous voulez poser, et puis vous attendez que la personne en face de vous ait fini de parler pour lui poser votre question. Donc les notes, ça peut être utile plutôt pour ça que pour tout noter. Ou alors, si on vous cite des titres ou des noms propres, là ça peut être utile de demander à la personne de les épeler et puis de les noter. Ou juste lui demander d'épeler, là vous serez très content en réécoutant l'entretien pour le retranscrire, d'avoir le nom compliqué à écrire épelé. Alors, toujours en ce qui concerne le déroulement de l'entretien, on va essayer de suivre un petit peu l'enquêté, être dans une attitude d'écoute active. N'hésitez pas à utiliser des marques d'écoute non verbales, hocher la tête, réagir un petit peu en souriant, ou n'hésitez pas à montrer que vous écoutez, même si vous pouvez faire voilà. Il y a la question qui se pose souvent aussi des digressions, quand l'enquêté vous avez l'impression qu'il s'éloigne un petit peu du sujet ou qu'il répond pas tout à fait à la question. En général, c'est bien de commencer par laisser un petit peu l'enquêté s'éloigner, parce que parfois vous avez l'impression que ça n'a aucun rapport, mais quand même il ou elle veut en venir quelque part, et ça va avoir un rapport. Et puis si vraiment vous voyez que ça dure trop longtemps, vous pouvez recadrer, mais peut-être pas tout à fait, pas immédiatement. Il y a des techniques pour maintenir l'attention de la personne interrogée tout au long de l'enquête. Une technique, c'est la répétition en écho. C'est une technique de relance aussi. C'est si la personne finit pas tout à fait sa phrase, n'hésitez pas à reprendre les derniers mots de la phrase sous forme interrogative pour l'inciter à développer ce qu'elle est en train de dire. Des fois, quand les personnes sont un peu timides ou qu'elles ont l'impression que ce qu'elles sont en train de dire c'est pas très intéressant, elles s'arrêtent en milieu de phrase, donc n'hésitez pas à les relancer pour leur faire finir la phrase. Une autre technique qui est intéressante, c'est de reformuler les propos de l'enquêté pour demander des précisions. Vous dites, alors jusque-là, j'ai l'impression que tu as dit ça, est-ce que j'ai bien compris ? Ça peut vous permettre d'avoir des précisions. Au niveau de la gestion du rythme, ça on en a déjà pas mal parlé, mais en gros au début, comme on pose des questions assez larges, on peut avoir des réponses assez longues, et puis pour les questions plus courtes, on attend des réponses plus courtes. Donc surtout si vous avez eu déjà beaucoup d'infos aux questions larges, n'hésitez pas à dire pour les questions plus précises, n'hésitez pas à dire à l'enquêté, bon là tu peux me répondre plus rapidement, et surtout si vous voyez que vous allez manquer de temps, etc. Donc ça j'avais déjà dit que l'ordre de la grille il est variable, et puis aussi selon les enquêtés, vous allez avoir peut-être des enquêtés qui vont avoir beaucoup de choses à dire sur la première partie et puis beaucoup moins sur la troisième, et puis d'autres ça sera l'inverse. Donc là aussi il faut s'adapter à chaque fois à la personne qu'on a en face de soi. De façon générale, il faut avoir une attitude plutôt bienveillante vis-à-vis de l'enquêté, même si vous n'êtes pas d'accord avec elle ou lui, ou si vous avez l'impression que la personne elle vous dit des choses un peu bizarres. Cela dit, ça ne doit pas non plus vous empêcher de l'interpeller, de lui poser des questions s'il y a des choses qui vous semblent étranges ou bizarres.
Voilà. Et puis, gardez aussi en tête tout ce qui est autour de l'entretien. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau du timing, comme je vous disais tout à l'heure, il faut prévoir large. Ça vous permet de parer à un éventuel retard de l'enquêté. Hein. Alors vous n'avez pas le droit d'être en retard, vous êtes à l'heure. Par contre, l'enquêté peut être en retard, on lui pardonne. Et du coup, on a perdu une demi-heure, donc c'est bien qu'on ait prévu large, par exemple. Il peut y avoir des interruptions, hein, si vous êtes au domicile de l'enquêté, il peut y avoir à un moment un conjoint, un coloc, un parent qui vient interrompre l'entretien. Si vous êtes dans un café, voilà, il peut y avoir un serveur qui vient prendre une commande, etc. Hein, donc ça, il faut prendre en compte ça dans le temps prévu. Oui, alors si vous faites l'entretien dans un lieu public, un café ça peut être bien, mais essayez de prévoir dans ce cas-là un café où il n'y a pas trop de monde, hein, où c'est plutôt calme. Et puis voilà, peut-être vous mettez pas juste à côté de la machine à café qui fait beaucoup de bruit, ou voilà, essayez de trouver un coin calme du café. Et gardez en tête hein, donc que le temps de la rencontre est plus large que le temps d'entretien. Le temps d'entretien, c'est la discussion que vous allez enregistrer, mais comme je vous disais, en général, avant, il y a un petit temps d'installation, discussion, et puis après, une fois que vous avez fini, souvent, il y a de nouveau un petit temps de discussion informelle. Alors, ces échanges informels, hein, avant, après l'entretien, ils peuvent parfois apporter des informations. Donc ce qui est bien, c'est dès que vous avez fini l'entretien, quand vous quittez l'enquêté, dès que vous êtes rentré chez vous, c'est de prendre quelques notes, à la fois sur comment s'est déroulé l'entretien, les conditions, et puis éventuellement sur des informations supplémentaires qui auraient été dites à l'oral mais pas enregistrées. Donc ça, faites-le vraiment tout de suite après, avant de l'oublier. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc vous prenez quelques notes, hein, faites un mini journal de terrain avec vos observations sur le lieu, l'ambiance de la rencontre, l'attitude de l'enquêté, les échanges avant et après, et puis la manière dont vous avez pris contact avec l'enquêté. Ouh, ça y est, j'ai fini. Voilà, j'étais un petit peu vite, mais je vois que le temps file, donc... Est-ce que vous avez des questions ? Ça va ? Ouais ? Oui, alors je sais pas si vous l'avez déjà dit, peut-être que vous sautez l'information, mais il pose souvent la question de quand on va retranscrire l'entretien, est-ce que vous avez des techniques pour le faire le plus efficacement possible, parce que souvent c'est des questions ouvertes, c'est très 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 long. Oui. Et c'est très long et très fastidieux. Il n'y a pas de méthode miracle. Alors si vous le faites manuellement, il y en a, comme ça je vous dis, comme ça vous préparez psychologiquement, hein, quand on le fait manuellement, ça dépend à quelle vitesse vous tapez et un peu de votre entraînement. Retranscrire 1 heure d'entretien, ça prend entre 4 heures si vous êtes très rapide à 5-6 heures si vous êtes un peu plus lent. Donc voilà, il faut prévoir ça quand même dans votre travail. L'avantage, si vous êtes à plusieurs, c'est que vous pouvez vous répartir la retranscription dans le groupe. Hein, voilà, il y en a un qui peut faire une demi-heure, l'autre qui fait une autre demi-heure, etc. Ça permet de rendre ce travail un peu plus digeste. Après, il y a des petits trucs que vous pouvez utiliser. Avec voilà, vous tapez vous écoutez l'entretien, hein, et puis vous tapez dans votre logiciel de traitement de texte. Ce qui est bien, c'est d'utiliser un logiciel où vous pouvez directement faire pause en utilisant votre clavier. Par exemple, moi j'utilise le logiciel VLC pour jouer les fichiers audio, et dans le logiciel VLC, vous pouvez mettre ce qu'on appelle des raccourcis globaux. Un raccourci global, c'est un raccourci qui va marcher même si la fenêtre du logiciel, elle n'est pas en premier plan. Donc si vous avez le logiciel ouvert, VLC qui joue votre fichier audio, mais en premier plan sur votre écran, vous avez Word où vous êtes en train de taper le texte, vous pouvez quand même faire un raccourci qui vous permet de faire play-pause. Et donc ça fait gagner beaucoup de temps parce que ça évite à chaque fois de devoir cliquer, changer de fenêtre pour faire play et pause, etc. Ça c'est un petit truc. Voilà. Après, sinon, il commence à y avoir maintenant des logiciels, notamment boostés avec l'intelligence artificielle, qui font de la retranscription automatique. J'en ai testé un qui s'appelle Whisper cet été, qui marche pas trop mal, mais il faut quand même repasser derrière. Du coup, en utilisant Whisper, ça nécessite quelques petites compétences informatiques aussi pour l'utiliser.
En utilisant ce logiciel, j'ai quand même divisé le temps de retranscription par 2, ce qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire que le logiciel, il vous fait une retranscription automatique, mais après, il faut quand même repasser derrière. Il faut quand même reprendre le fichier en écoutant votre fichier audio. Voilà, donc ça m'a pris du coup 2 fois la durée de l'entretien pour nettoyer, remettre en forme correctement. Donc ça fait quand même gagner du temps, mais c'est pas encore tout à fait parfait non plus ces logiciels. Ouais. Et Whisper, c'est gratuit par exemple Oui, c'est gratuit, mais comme je vous disais, vous pouvez chercher des tutoriels sur internet, mais c'est un peu, faut l'installer sur votre PC. Il faut avoir un PC suffisamment puissant pour que ça marche bien. Bon voilà, ça nécessite quelques petites compétences informatiques. Ouais. Mais vous pouvez tenter. Voilà. Si vous savez utiliser Python, il n'y aura pas de problème. Mais sinon, va falloir un petit peu bidouiller. D'autres questions? Après, il y en a d'autres. Vous pouvez chercher. Il y a peut-être des logiciels que je connais pas. Voilà. Mais celui-là, effectivement, il a le mérite d'être assez puissant et gratuit. L'inconvénient, c'est qu'il faut un bon processeur pour le faire tourner. Vous avez d'autres questions, du coup, sur l'entretien? Ça va? Ok. Alors, on va du coup... Alors, comme il nous reste pas beaucoup de temps, on va regarder... Je vais vous mettre direct la grille d'entretien finalisée. On va essayer de la lire ensemble et éventuellement de voir si vous avez des questions, des commentaires sur cette grille. L'idée, c'est que là, à la fin de la séance, comme la semaine prochaine, c'est les vacances, l'idée, c'est que les groupes qui travaillent sur la réception, vous ayez tous les éléments en main pour pouvoir éventuellement faire vos premiers entretiens. Les vacances, c'est parfois un moment pratique pour caler des entretiens ou pour prendre contact avec des enquêtés, etc. Donc voilà, je vous avais remis à titre de rappel la problématique, comment les pratiques d'écoute de livres audio s'articulent-elles à des pratiques de lecture traditionnelles souvent intenses, selon le milieu social, le genre, l'âge, le parcours scolaire et professionnel des individus. Du coup, Claire Ducournau m'a dit que vous aviez bien avancé dans la constitution des groupes les semaines précédentes. Est-ce que à ce stade, tout le monde a un groupe? Ça va? Il n'y en a pas qui sont encore tout seuls. Elle avait dit qu'il y avait peut-être encore 2 groupes de 2 qui étaient potentiellement en discussion pour fusionner ou pas. Enfin, bon, voilà. Donc, j'espère que ça s'est à peu près clarifié, que tout le monde sait avec qui il va travailler maintenant et sur quoi. Ou est-ce qu'il y a encore, il y en a qui hésitent encore ou qui ont besoin d'en parler? Ça va? Ok. Voilà, donc on va laisser tomber le côté discussion. On va tout de suite regarder la grille d'entretien. Juste tant que je suis dans les diapos, j'en profite pour vous donner les consignes pour les semaines prochaines. Donc la semaine prochaine, qui n'est pas du tout la semaine prochaine, mais donc dans 15 jours, parce que la semaine prochaine c'est les vacances. Donc après les vacances, il y a une séance avec Madame Ducournau où il y aura l'exposé sur le texte d'Emmanuel Guittet. Je sais pas qui c'est qui a fait l'exposé. Ouais, ok, très bien. Et puis donc on vous encourage à commencer vos recherches documentaires sur la production ou vos entretiens sur la réception dès que possible, sachant que dès aujourd'hui vous aurez le guide d'entretien collectif définitif disponible sur Moodle. Sachant que pour la suite, faut que vous ayez cette échéance en tête, le 20 novembre, on fera une séance de travail collectif. Donc où vraiment vous allez pouvoir travailler par groupe sur l'enquête, mais ça implique qu'il faut que vous veniez avec des matériaux d'enquête à travailler ce jour-là. Donc soit avec vos transcriptions d'entretien, soit avec les éléments empiriques que vous avez pu rassembler sur la production, donc pour cette séance du 20 novembre. Ok, donc on vous le rappellera à la rentrée, mais notez-le vous bien déjà. Donc transcription d'entretien à rendre pour le 20 novembre ou alors après la forme pour la partie production dépend de sur quel type de structure vous travaillez, mais voilà, catalogue d'éditeurs à analyser, enfin voilà, recueil de données empiriques à analyser, à préparer pour cette séance. Et donc, le guide d'entretien, on va essayer de l'afficher.
Est-ce que c'est le bon octobre 2024? Ouais. Voilà. Alors, ça va, vous arrivez à lire? Je peux peut-être mettre un tout petit peu plus grand. 125. Et est-ce qu'on peut enlever ça pour gagner un peu de place? Ça va là? Bon, je pense pas pouvoir faire beaucoup mieux. Donc, on a une question d'introduction dans le cadre d'un cours de sociologie. Nous menons une enquête sur l'écoute de livres audio. Après, vous pouvez dire audio-livre, audiobook, comme vous le sentez. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs rubriques. Une première rubrique assez longue, usage actuel des livres audio. Ensuite, une rubrique découverte des livres audio. Comparaison entre lecture visuelle et auditive. Une petite rubrique pratique culturelle en général. Et on finit par le profil sociodémographique de l'enquêté. Ok ? Alors, si vous regardez par exemple, je vous disais, on commence toujours par, dans chaque rubrique, on essaie de commencer toujours par une question large. Donc par exemple, la première rubrique, usage actuel des livres audio, on commence par, est-ce que tu pourrais me parler des livres audio que tu écoutes en ce moment ? Donc là, on laisse l'enquêté parler, et puis si besoin, on a pas mal de relances. Par exemple, quel est le dernier titre que tu as écouté ? Est-ce que ça t'a plu, déplu, pour quelles raisons, etc. Ensuite, là aussi, question large. En fait, à chaque début de paragraphe, on essaye de mettre une question large. Pour quelles raisons écoutes-tu des livres audio de façon générale ? Donc là, on voit ce que la personne répond. Et puis, les relances, à chaque fois, derrière, vous les faites si besoin. Si la personne, elle a répondu à ça, à la question suivante, là, à partir de la première question, vous n'avez pas forcément besoin de poser toutes les sous-questions. Mais voilà, si par exemple elle n'a pas trop détaillé qu'est-ce qu'elle apprécie ou pas, vous lui reposez la question, etc. Donc, après, il y a des questions sur l'approvisionnement et le support, le format utilisé. Comment t'y prends-tu pour te procurer et écouter des livres audio ? Est-ce que tu passes par un format numérique ou physique ? Quelle plateforme ? Quel support ? Les avantages ou défauts de cette plateforme, ce support ? Combien de temps tu y passes? À quelle fréquence? Dans quelles conditions, dans quel contexte tu écoutes les livres audio? Est-ce que c'est un temps spécifiquement dédié à l'écoute ou est-ce que tu fais autre chose en même temps? Est-ce que tu écoutes les livres audio seul ou avec d'autres personnes et dans ce cas avec qui? Est-ce que ça t'arrive d'en parler, d'en conseiller? Est-ce qu'il y a d'autres amateurs, amatrices de livres audio dans ton entourage? Si tu as des enfants, est-ce que tu leur en fais écouter? Pour quelles raisons? Comment choisis-tu? Ça, c'est sur les questions sur les critères de choix des titres. Comment choisis-tu les livres que tu écoutes? Est-ce que tu as assez de choix? Est-ce que tu préfères certains types de textes? Certains types de voix ou d'interprètes? Est-ce que tu as déjà utilisé les outils d'une plateforme pour changer les caractéristiques de la voix, par exemple, écouter au ralenti ou en accéléré, etc. Tout ça, c'est des options qu'on peut trouver sur les applications, dans les livres audio en format numérique. On peut avoir ces outils-là, ces options-là. Est-ce que tu en as déjà écouté dans une autre langue que le français? Et puis là, une question un peu générale pour faire le bilan de la partie. De façon générale, qu'est-ce que ça t'apporte d'écouter des livres audio? Est-ce qu'il y a des choses qui te font rire, qui te touchent? Est-ce que tu apprends des choses en écoutant des livres audio? Voilà, c'est pour la première partie. J'ai été un peu vite. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur cette première partie? Ça va? Ok. Alors, ensuite, découverte des livres audio. Comment as-tu découvert les livres audio? Est-ce que tu peux me raconter ta première expérience? Est-ce que tu te souviens? Là, il faut peut-être rajouter. Est-ce que tu te souviens de quel livre il s'agissait? Tes premières impressions? Est-ce que tu avais des a priori ou des préjugés sur les livres audio avant d'en écouter? Est-ce que tu as changé d'avis depuis, etc. Ensuite, on passe à la question 3, comparaison entre la lecture visuelle et la lecture auditive. Donc, est-ce que tu lis aussi sur papier, que ce soit des livres, des bandes dessinées, des magazines, en format numérique, livres numériques, articles en ligne? Dans quel contexte? Est-ce que tu lis plus de livres papier ou numériques que tu n'écoutes de livres audio? Est-ce que tu aimes lire de façon générale? Qu'est-ce que tu préfères? Vous pouvez reformuler ça si ça vous semble bizarre comme formulation. Lire par les yeux ou par les oreilles. Vous pouvez dire est-ce que tu préfères lire visuellement ou
ou écouter, hein, voilà, si vous n'aimez pas cette formulation-là. Est-ce que tu écoutes le même genre de livre que ceux que tu lis visuellement? Quelle différence tu fais entre les deux? Qu'est-ce que ça change pour toi par rapport à la lecture visuelle, hein, au niveau des émotions, de la compréhension du texte, de l'imagination, etc. Comment te procures-tu les livres que tu lis, hein? Là, c'est sous-entendu les livres que tu lis en version papier ou numérique, hein. Enfin, surtout papier, puisqu'après on demande aussi est-ce que c'est important pour toi de les posséder, est-ce que tu les ranges, est-ce que tu écris dessus, etc. Tes parents te lisaient-ils des histoires quand tu étais enfant? Est-ce qu'il y avait des livres chez toi quand tu étais petite? Parce que c'est un peu les questions sur le parcours de lecteur, lectrice de façon générale, hein. La socialisation à la lecture, et puis après les pratiques futures envisagées. Penses-tu continuer à écouter des livres audio dans le futur? Penses-tu que le livre audio peut ou pourra concurrencer les livres papier dans le futur, hein? Donc là c'est la question un peu réflexive sur l'avenir de la lecture. Comment penses-tu que la lecture en général va évoluer? Et enfin on finit par est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les livres audio avant de passer à des questions plus générales? Donc là, vous avez, ça c'est une question intéressante toujours à poser pour clore le sujet principal de l'entretien. Vous avez toujours des gens qui vous disent « Ah ben non, là je crois qu'on a fait le tour ». Et puis il y a quand même des gens qui disent « Ah oui, quand même, on n'a pas parlé de ça ». Donc voilà, ça peut apporter des choses auxquelles on n'avait pas pensé justement. Donc ensuite la petite rubrique sur les pratiques culturelles en général, le but hein, c'est on fait pas quelque chose de super détaillé ici, mais le but c'est de replacer un peu les pratiques de lecture dans l'ensemble des pratiques de l'enquêté. Donc est-ce que tu peux me parler de tes pratiques culturelles en général? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui est important pour toi? La musique, le cinéma, les séries, les sorties au théâtre, au musée, etc. Et puis ça c'est ça qui nous intéresse aussi, hein, c'est quelle place la lecture représente-t-elle dans cet ensemble? Est-ce que la lecture, c'est quelque chose d'essentiel, de central dans les pratiques culturelles de l'enquêté, ou au contraire, hein, est-ce que c'est quelque chose de plutôt marginal, anecdotique? Et enfin, les questions donc de profil sociodémographique. Quelle est ton année de naissance? Vous pouvez lui demander simplement votre âge et vous faites le calcul. Hein. Quelle est actuellement ton activité? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu étudies? Un peu les deux. Si étudiant, dans quelle filière? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, pardon. Si travail, qu'est-ce que tu fais comme travail? En essayant d'être le plus précis possible, hein, sur voilà, on lui demande l'intitulé du poste et on n'hésite pas à demander des détails publics, privés, etc. pour avoir une idée si c'est pas très clair. Est-ce que tu as d'autres objectifs professionnels? Qu'est-ce que tu as fait comme études? Ton niveau des plumes le plus élevé? Même question concernant les parents, hein, études, niveau de diplôme. Même chose pour les frères et sœurs. Éventuellement pour la compagne ou le compagnon si la personne vit en couple. On lui demande aussi si elle a des enfants, ça c'est important par rapport au livre audio, hein, vu qu'il y a cette question de la transmission aussi qu'on a évoquée. Où habites-tu? Là, ce qu'on veut savoir, c'est plutôt, c'est pas forcément dans quelle commune, hein, mais c'est est-ce que la personne elle habite plutôt en zone urbaine ou en zone rurale? Est-ce que tu as des opinions politiques? Lesquelles? Et est-ce que tu as une religion, éducation religieuse? Laquelle? Bon, ça c'est pas forcément... Ça peut apporter un éclairage sur la lecture dans certains cas. S'il y a des lectures religieuses, s'il y a des lectures politiques, militantes, hein, ça peut être utile de le savoir, même si c'est pas non plus des questions hyper centrales ou importantes pour notre enquête. Mais bon, c'est toujours utile quand même de le poser. Vous voyez, par exemple, ça c'est le genre de question que je trouve que ça c'est plus facile à poser à la fin, parce que enfin, voilà, le métier des parents, les opinions politiques, religion, etc. Je trouve que c'est quand même plus facile de poser ça en fin d'entretien que au début. Voilà, et puis on n'oublie pas de remercier l'enquêté chaleureusement à la fin. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires du coup sur ce guide d'entretien? Ouais? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le 20 novembre? Alors ça dépend si vous travaillez sur la production ou sur la réception. Nous on allait faire une enquête sur une maison
maison d'édition, c'est Ouais. la maison des femmes. Ok. Et enfin, pas une enquête, mais voir ce qu'il en est aujourd'hui. Ouais, et bah du coup vous ramenez tout ce que vous avez récolté comme information à ce moment-là. Ok, ça marche. Voilà, et pour qu'on puisse... Enfin, du coup, pendant la séance, là, vous allez avoir au moins 1 heure pour travailler en groupe sur vos données. Et puis moi, je passerai dans les groupes pour voir un petit peu, essayer de voir s'il y a des points de blocage, des choses à préciser, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va? Ok. Et ben du coup, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis des bonnes vacances. Et on se revoit mi-novembre du coup.